tu t'en sortiras parce que tu n'as pas le choix. Et ça, c'était une phrase très forte qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Et la phrase du professeur Lutz, en me rendant ces bulletins-là, qui m'a dit, continuez à écrire, vous allez faire du bien aux gens. Et ces deux phrases qui, je pense, ont été fondatrices pour mon changement de vie et pour ce pourquoi pas moi, oui, je vais y arriver parce que j'ai pas le choix et je vais faire du bien aux autres parce que mon verbe de vie, c'est prendre soin. Donc tout collait, en fait, tout s'alignait, tout s'organisait et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Je suis heureuse et je suis heureuse de dire que je suis heureuse. Et malgré tout ce qui s'est passé, c'est ça qui est fou. Oui, j'ai perdu un enfant, mais oui, aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse. Pourquoi pas toi, tout simplement. Et pourquoi les gens ne se l'autoriseraient pas? Écouter son cœur, écouter sa petite voix et être juste. Tout le reste suit, le reste vient, le reste vient. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Pour ce dernier épisode avant la rentrée, je suis très heureuse de vous retrouver avec une nouvelle femme exceptionnelle. J'aime son hypersensibilité, sa douceur, son humour et son optimisme. Agnès a commencé sa carrière en tant qu'agronome. Suite à un bilan de compétences, elle reprend ses études pour devenir sage-femme. Alors qu'elle commence cette nouvelle activité, l'un de ses fils tombe très gravement malade. L'écriture rentre alors dans la vie d'Agnès. Suite à la perte de son fils, elle décide alors d'écrire un roman pour elle et pour les autres. Aujourd'hui, Agnès est l'une des plus grandes romancières françaises. Elle est dans son verbe de vie, prendre soin. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Agnès Ledig. Bonjour Agnès. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous dire l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Alors, l'objet que j'ai choisi pour me présenter, c'est des gants de jardin. Parce que c'est toute une histoire avec mes gants. On en parlera sûrement, mais je suis une hypersensible. Et donc, je ne supporte pas quand j'ai les mains un petit peu rugueuses sur de la laine, sur différentes matières. Et je travaille beaucoup dans mon jardin. Donc, je mets tout le temps mes gants pour protéger mes mains. Et je les pose souvent en oubliant où je les ai posés. Donc, j'ai une vie avec mes gants de jardin. Voilà. Avant que tu nous parles justement de ton hypersensibilité, qui est vraiment une de tes marques de fabrique, je trouve vraiment dans tes romans, est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi? Alors, j'ai grandi en Alsace, dans une petite vallée qui s'appelle la vallée de la Bruche, qui est une vallée très nature, pleine de forêts. Et j'ai toujours grandi à la campagne, donc pas très loin d'une forêt justement, et dans un village. Voilà, je suis plutôt une rurale qu'une citadine. Mais un très bel endroit, qui n'est pas très loin de là où je vis actuellement, mais donc je suis pas très loin de mes racines en fait. Et quel type de petite fille t'étais quand tu étais petite? J'étais une petite fille qui devait s'affirmer par rapport à deux grandes sœurs. Et donc, j'étais à la fois assez solitaire et assez débrouillarde, je pense. J'avais tendance à aller de l'avant et à oser faire des choses oui, pour m'affirmer, quoi, pour montrer que j'existais et que j'avais ma place. T'as combien d'écart avec tes sœurs? 2 ans et 2 ans. Ok. On a 2 ans d'écart chacune. Et c'était quoi tes rêves de petite fille? Oh là là, mes rêves de petite fille, je pense que c'était changer le monde parce que je ne supporte pas l'injustice. Donc, je rêvais de changer le monde. Et puis, euh, un peu plus tard, je rêvais d'être prof de sport. J'avais pas vraiment de rêve précis, de vocation, mais j'avais envie de changer le monde. Ça, c'est sûr. Hmm. Et du Encore coup, maintenant, hein, encore ouais. maintenant. Ça, genre, en général, ça n'évolue pas, même si on contribue, c'est une vocation à vie.
C'est ça. Je pense qu'on évolue en se disant, en précisant comment on peut le faire à Mm. son échelle, à sa façon, à faire sa part. Mais l'idée fondamentale de vouloir changer le monde, elle est là, elle reste là. Tu as raison. Et c'est quoi, du coup, alors pourquoi, pour toi, aujourd'hui, changer le monde? Alors pour moi aujourd'hui, changer le monde, c'est prendre la parole à travers mes romans Mm. et essayer d'ouvrir les consciences en utilisant mes histoires, mes personnages et puis en prenant la parole aussi publiquement puisque j'ai cette visibilité publique, donc j'essaie de plus en plus de le faire parce que ça me semble de plus en plus urgent de changer ce monde qui va un petit peu vers la catastrophe. Donc j'utilise ce métier-là et cette notoriété-là pour essayer encore plus d'ouvrir les consciences. Voilà. Mm. Super. Et comment ça s'est passé, du coup, pour les études pour toi? Alors, ça a été très chaotique. Comme je ne savais pas ce que je voulais faire, j'avais une petite tendance, mais je ne savais pas vraiment. Donc, j'ai fait un bac scientifique parce que j'étais bonne à l'école et que j'adorais les sciences. Et puis après le bac, qu'est-ce que je vais faire? Je ne savais pas du tout. Je suis partie en fac de physique parce que ma meilleure amie avec qui on faisait tous nos exercices de physique les samedis après-midi, elle partait en fac de physique. Je l'ai suivie, j'ai tenu un mois. Et puis, je me suis arrêtée parce que la fac ne me convenait pas. Année sabbatique, ce qui, il y a 30 ans, était quand même plutôt Ouais. rare. Et puis, T'as fait quoi, du coup, pendant cette année sabbatique? alors, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce que je voulais faire. Je suis partie quelques semaines dans de la famille en Allemagne pour un petit peu peaufiner l'allemand. J'ai beaucoup lu. Voilà, j'ai fait pas mal de bricolage, de choses comme ça. Et puis, surtout, chercher ce que j'allais faire après. Et je suis partie dans l'environnement. Donc, j'avais le choix entre BTS protection de la nature ou DUT génie de l'environnement. J'ai pris le DUT à Perpignan, donc à l'opposé euh, de là où j'habitais. Et la première année était commune avec agronomie. Et en fin de première année, on faisait ce qu'on appelait les préoptions pour voir ce qu'on allait faire l'année suivante. Et génie de l'environnement, on est allé voir une station d'épuration, une usine de traitement de déchets. Et là, je me suis dit, oh, mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, je vais être dans la nature. Donc, j'ai négocié pour le lendemain aller avec les agros. Et là, on a vu des brebis qui venaient de mettre bas leurs petits agneaux. Et je suis partie là-bas dans cette option-là, agronomie un peu par défaut, mais ça m'a plu quand même. Donc, j'ai fait quelques années dans l'agronomie. J'ai été conseiller laitier. J'ai fait un petit peu de gestion compta agricole, etc. Et puis, j'ai travaillé quelques années dans ce domaine-là. Pendant combien de temps? Oh, pendant, je dirais, 3, 4 ans. 3, 4 ans, ouais. Et puis, je sentais que ça ne me convenait pas. Entre-temps, on est revenu vivre en Alsace parce que on était en Normandie. Et puis, j'ai fait un bilan de compétences. Et le bilan de compétences, le monsieur m'a dit très vite, sage-femme. Moi, j'ai dit non, mais non, pas du tout. La vue du sang, tout ça, c'est quelque chose qui me faisait peur. Et puis, en fait, en creusant un petit peu, effectivement, ça correspondait à ce que j'étais. Et donc, je suis partie dans ce défi complètement dingue de reprendre des études à 29 ans, surtout des études de sage-femme. J'ai réussi le concours et j'ai fait mes 4 années d'études pour être sage-femme en 2005. Et du coup, financièrement, comment tu as pu gérer ça, le fait de te reconvertir? Alors, ça a été assez compliqué. On a réussi avec le salaire de mon mari, mais surtout, et ça je le dis aujourd'hui, il faut se battre en fait. Quand j'ai appris que j'étais prise, euh, j'ai remué ciel et terre pour essayer de trouver des financements. Parce qu'il y avait des financements qui étaient possibles pour les études d'infirmière, mais sage-femme, ça n'existait pas. Et donc, j'ai sonné à différentes associations, associations du droit des femmes. Enfin, j'ai passé des semaines et des semaines à vraiment remuer ciel et terre, aller chercher partout où je pouvais trouver des financements. Et puis, c'est finalement le conseil régional qui a été partant pour étendre aux études de sage-femme ce qui donnait déjà aux infirmières. Et donc, j'ai pu bénéficier, alors c'était pas un salaire, hein, mais ça permettait d'aider un petit peu. Et puis, on s'en est sorti comme ça, mais c'était pas facile, hein. C'est sûr que c'était pas facile avec 2 enfants en bas âge Ils avaient quel et âge, tes enfants?
Alors le grand avait 4 ans et le petit avait 1 an. Ok. Et je le referai pas aujourd'hui parce que je suis passée à côté de leur enfance et c'est parce que c'était très très dur comme étude. Il fallait beaucoup beaucoup travailler. Mhm. Mais bon, maintenant c'est comme ça, c'est fait. Mais en tout cas, je me suis vraiment battue pour y arriver et je crois que quand on se bat, on trouve en fait. Voilà, des fois, il faut ouvrir les portes qui sont fermées à la force de sa volonté et de son désir. Ouais. C'est ce que je dis d'ailleurs, tu vois, j'ai écrit un livre sur la reconversion professionnelle qui s'appelle Et si je changeais de métier, retrouver du sens dans sa vie. Et c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, déjà, on n'est pas tous faits pour se reconvertir et c'est pas forcément le bon moment. C'est peut-être que on va découvrir quelle est sa voie, mais se dire en fait, c'est pas le bon moment pour moi parce qu'en effet, mes enfants sont trop petits, parce que j'ai envie d'en profiter, parce que je veux acheter une maison, enfin que sais-je. Mais c'est Ouais. vraiment en effet la question à se poser, c'est est-ce que c'est le bon moment pour moi, oui ou non? Oui, tout à Mm. fait, tout à fait. Alors je pense que je regrette aussi parce que je venais de terminer, enfin je terminais l'école de sage-femme quand notre deuxième est tombé malade, donc et puis voilà, il est décédé 1 an après, donc ça renvoie à beaucoup 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 de réflexion on cherche du sens à la vie, on cherche et donc forcément j'ai fait un retour en arrière en me disant ben j'ai pas profité de lui, il est plus là. Mais après je me dis quand on au moment où j'ai choisi de faire ce métier de sage-femme, c'est ce que je voulais faire. Donc on peut pas analyser ce qu'on a fait en fonction Le de futur. ce qui s'est passé ensuite. Je pense qu'il faut être dans l'instant présent, voir ce qui est bon pour soi dans l'instant présent et puis y aller. Là, j'analyse ça avec le recul des années et de ce qui s'est passé, euh, mais j'étais heureuse d'avoir fait ce choix de faire le métier de sage-femme, mais j'ai été heureuse d'être sage-femme. Donc voilà. Et puis on peut pas toujours, on peut pas prévoir ce qui va se passer par la suite, sinon on ne fait plus rien. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il a eu ton petit garçon? Une leucémie, une leucémie assez costaud et on s'est battu, hein, il s'est beaucoup battu pendant 1 an et j'ai eu la chance aussi de tomber sur des personnes formidables qui m'ont en particulier la cadre sage-femme qui m'a embauchée en janvier tout en sachant qu'il était malade. Je terminais l'école et elle m'a offert ma chance parce que c'était pas évident et on voulait s'occuper de lui. Donc j'ai fait un boulot à temps partiel. Enfin, j'ai fait comme je pouvais. Mon mari aussi s'est mis à temps partiel. Là aussi, financièrement, ça a été très très dur parce qu'on était à 2 doigts de perdre notre maison qu'on était en train de rembourser. Dès qu'il y avait le moindre petit souci sur la voiture, c'était bon. J'avais mes parents qui pouvaient nous aider un petit peu, mais je sais ce que c'est que de compter chaque euro pour finir le mois et parce que c'était nos enfants puisque le grand était là aussi et avait besoin qu'on soit présent, mais euh, on n'a pas le choix, donc on traverse ça. Oui, t'as ça, On t'as les galères financières et en plus le poids du cœur d'une maman et d'un papa fait de ça. voir son, ouais, Et entre-temps, ils ont mis en place une allocation pour les parents qui accompagnent un enfant malade, mais ça n'existait pas encore à l'époque. Mm. Et puis, en fait, on traverse les choses. Souvent, on m'a dit, mais comment t'as fait ou comment tu faisais Ben, on n'a pas le choix, on y va, on se pose pas la question, en fait. On peut pas faire autrement, donc on avance. Ouais. C'est l'épisode que j'ai diffusé là jeudi dernier avec Ornella Del Oro qui a perdu son fils d'un accident. Il avait 23 ans, elle en avait 58 et elle disait qu'en fait tu te dis que tu peux pas arriver à surmonter ça, mais que finalement tu arrives toujours à trouver des forces inespérées, inattendues au fond de soi pour arriver à se reconstruire suite à la chose la plus horrible qui puisse arriver à un parent. Oui, et puis je pense que ça dépend aussi de comment dire ça, de ce qu'on est, de son caractère au départ. Moi, j'ai toujours été très joyeuse, euh,
très joyeuse. Et en fait, quand c'est arrivé, euh, j'ai senti qu'on me rangeait dans une case qui ne me convenait pas. C'est-à-dire que on me mettait dans la case de la mère qui sera malheureuse toute sa vie parce qu'elle a perdu son enfant. Et moi, je voulais surtout pas ça. Moi, je voulais retrouver la joie de vivre, ne serait-ce que pour lui. Je lui ai promis d'être heureuse. Et je pouvais pas imaginer continuer une vie sans être sans retrouver la personne que j'étais. Et maintenant, je dis, en fait, survivre, pour moi, c'est vivre au-dessus. Survivre, vivre encore plus, vivre 2 fois plus, vivre aussi pour lui. Et un jour, j'avais animé un débat avec plusieurs intervenants. Il y avait Christophe Fauré, que j'aime beaucoup, c'était un débat sur le deuil, justement, suite à la diffusion d'un film sur la perte d'un enfant. Et il y a une maman qui témoignait en disant, qui avait perdu sa fille et qui disait, mais je n'ose pas, je n'ose plus vivre, c'est moi qui aurais dû partir, je n'ose plus vivre puisqu'elle n'est plus là. Et je lui avais dit, mais justement, vivez encore plus parce qu'elle n'est plus là, vivez pour elle, qu'elle puisse continuer à vivre à travers vous. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvée, en fait, hein, c'est d'avoir ce désir de vivre, mais vraiment ancré au fond de moi, mais peut-être depuis toujours. Et c'est vrai qu'il y a des personnes hein, qui ont beaucoup de mal à s'en sortir, qui 30 ans après sont toujours dans un tunnel. Et je pense que c'est ça qui m'a poussée à l'écriture, en fait. J'avais envie de les prendre par la main et de leur dire, mais euh, regardez la lumière, elle est là, elle est au bout du tunnel, et puis on a le droit d'être encore heureux. Je pense que c'est un vrai sujet, ce que tu dis, on a le droit. Oui. Oui, mais c'est l'histoire de la case. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vivez quelque chose de terrible, euh, presque on vous autorise plus à être heureux. Euh, comme si on n'avait pas le droit d'être heureux. Alors, il y a ce terme de faire le deuil que j'aime pas du tout parce qu'on fait pas le deuil, on vit avec, en fait. On vit avec ce deuil, mais on survit. On vit au-dessus de ça. Et puis, et j'ai rencontré beaucoup de gens qui, en fait, avaient vécu une épreuve très difficile et qui voyaient la vie avec beaucoup plus de saveur avec une capacité à s'émerveiller beaucoup plus forte. Et je me dis, mince, c'est dommage que presque on soit obligé d'en passer par là pour voir la vie autrement. Mais donc j'essaie de transmettre ça en espérant que les gens n'aient pas besoin d'un événement dramatique pour s'émerveiller de la vie. C'est justement l'objet même de mon podcast. C'est vraiment de dire aux personnes, n'attendez pas un accident de la vie pour vous dire que vous avez le droit d'être à votre place, de dire pourquoi pas moi, parce que moi j'ai attendu un burn-out pour pouvoir vraiment être à ma place, découvrir qui j'étais et c'est vraiment on a tous l'opportunité de ne pas attendre, de se faire mal et de souffrir pour être à sa place. Ah. Et il y a tellement de gens qui sont dans une situation qui ne leur convient pas et, qui ont très peur du changement, qui ont très peur de mal faire ou qui n'osent pas. Et donc j'essaye de donner ces pistes-là en disant mais allez-y, osez, essayez, trompez-vous, mais soyez alignés, soyez en phase avec ce que vous êtes et vos désirs et vos besoins. Et je sais que à la suite j'ai écrit un livre qui s'appelle Se le dire enfin et qui commence par une scène où Édouard laisse sa femme sur le quai de la gare à Vannes parce que il va suivre une vieille dame dont il a aidé à porter la valise et il part sur un coup de tête, mais un coup de tête absolu parce qu'il n'est pas heureux avec sa femme. Et j'ai eu plusieurs retours. C'est une amie psychologue qui m'avait dit, j'ai eu plusieurs personnes, plusieurs hommes qui m'ont dit qu'en lisant le livre, ils ont eu un déclic et ils se sont séparés de leur femme, ils ont changé de boulot, ils ont vraiment eu ce déclic de je ne suis pas à ma place, je ne suis pas heureux dans ce que je fais, je ne suis pas avec la bonne personne, maintenant je décide que je renverse la table et puis je vais enfin vers moi-même.
Et ça, c'est savoureux pour moi parce que je me dis, j'ai peut-être été avec des mots, avec des personnages, j'ai peut-être été le déclic d'une étincelle qui met le feu aux poudres et puis qui fait exploser des carapaces et qui fait se retrouver les petites tortues qui étaient bloquées à l'intérieur et qui peuvent enfin respirer. Ouais. Et comme on n'a qu'une vie, en tout cas une vie incarnée dans ce corps, il faut en profiter. Ouais. Ah ben c'est ici et maintenant. C'est ça. Ouais. Et alors du coup, l'écriture, est-ce que tu écrivais jeune? À partir de quand tu as commencé à écrire? Alors, j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé ça. J'ai eu un prof de français extraordinaire de la 6e à la 3e. Et je voyais aussi mes parents écrire beaucoup, lire beaucoup. Donc, j'ai baigné dans ce... Je suis tombée dans les mots quand j'étais Tes parents, petite. ils étaient instituteurs? C'est ça, mes parents étaient instituteurs tous les deux. Et, et avec des livres partout, ils nous racontaient des histoires quand on était petite. Ils tenaient un journal tous les deux. Enfin, il y avait le modèle, en fait. J'ai grandi dans ce modèle-là. Et j'écrivais des petites choses, des poèmes quand j'avais 20 ans. J'étais malheureuse toute seule dans mon petit appartement à Perpignan, loin de tout. Au début, quand on débarque dans une nouvelle ville à 1000 kilomètres de chez ses parents, on connaît personne. Eh ben, c'est les poèmes en fait qui m'ont aidé à soigner cette solitude. Et puis après, je me suis fait des amis extraordinaires, mais l'écriture était déjà thérapeutique un petit peu quand j'avais 20 ans. Et puis, ben, c'est quand Nathanaël a été hospitalisé, on n'avait plus le temps pour rien. On voulait passer le maximum de temps avec lui, avec son grand frère. Et nos amis, notre famille nous demandaient des nouvelles parce qu'ils étaient très inquiets forcément. Et puis, on n'avait pas le temps ne serait-ce que de téléphoner aux gens. Et donc, tous les dimanches soirs, j'écrivais un bulletin pour raconter les petites nouvelles de Nathanaël, pour expliquer tout ce qui concernait l'aspect médical, mais aussi la vie à l'hôpital et puis tous les petits bonheurs qu'on avait, puisqu'il était très joyeux et puis il se passait plein de choses dans cette chambre stérile. Il avait des petites lubies. Un jour, il décidait qu'il voulait changer le sens du lit, donc il fallait faire suivre tout. Les infirmières devaient faire suivre les tuyaux d'oxygène, la sonnette, etc. Et le personnel était très, très à l'écoute des enfants. Donc, c'était vraiment une vie dans la vie. Et donc, j'avais envie de raconter tout ça. Et donc, tous les dimanches soirs, je me mettais à mon ordinateur et je l'envoyais par mail ou par courrier. Et quand il est mort, le professeur du service les a lus et il me les a rendus en me disant, il faut continuer à écrire, vous allez faire du bien aux gens. Et moi, je m'étais rendu compte que ça me faisait du bien à moi. C'est-à-dire, tous les dimanches soirs, quand je me mettais à écrire, après, je me sentais mieux parce que j'avais extériorisé ce que j'avais au fond de moi, je l'avais mis en forme, j'avais cherché des mots pour décrire des émotions et donc ça m'avait fait du bien. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais ce qui me fait du bien fait aussi du bien aux autres. Donc je vais faire ça en fait. Et quand il est mort, j'ai eu 2 années très très difficiles, hein, évidemment. Et l'écriture m'a permis de dire justement ce qu'on disait tout à l'heure, de dire mais moi de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de rire, j'ai besoin de retrouver de la joie de vivre, j'ai besoin qu'on me regarde pas avec pitié, mais avec l'envie de m'aider à me relever et puis de m'emmener vers la joie. Et je voulais pas parler de ma famille, j'avais pas envie de parler de mon mari, du grand frère. Donc je suis passée par le roman. Et avec le roman, ce qui est super, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut, on se cache derrière les personnages, on invente l'histoire qu'on veut, on invente les personnages qu'on imagine pour servir l'histoire. Et je suis passée par le roman, et puis ça a donné Juste avant le bonheur. Et alors la petite histoire, c'est que j'ai d'abord écrit Juste avant le bonheur, qui s'appelait 2 secondes avant le miracle, parce que le proverbe arabe ne baisse pas les bras, tu risques de le faire 2 secondes avant le miracle, qui m'a beaucoup beaucoup aidée. Et j'avais participé au prix Femmes Actuelles parce qu'une fois que je l'ai écrit, moi je l'ai écrit pour moi et je l'ai un peu fait lire autour de moi, mais j'avais pas en tête d'écrire pour être publié. Mais une fois qu'il était écrit, j'ai participé au prix et puis je suis arrivée 40e sur 500.
Donc je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose de possible. Et j'avais pris goût à l'écriture de romans, donc j'ai écrit Marie d'en haut. Et l'année suivante, j'ai participé avec Marie d'en haut. Et là, j'ai été publiée. Et là, le début du conte de fées commence. Je suis publiée pour Marie d'en haut. Et un éditeur d'Albin Michel l'a lu et m'a contactée en disant, ben, si vous en faites un dans la même veine, on vous prend chez nous. Et donc, j'ai repris 2 secondes avant le miracle. Je l'ai réécrit parce que j'avais laissé passer 2 ans. Donc, j'étais aussi différente. J'étais encore plus dans la joie de vivre et dans l'espoir. Je l'ai réécrit et ça a donné juste avant le bonheur. Qui est vraiment le livre qui t'a fait connaître Oui, il a été pris Maison de la Presse 3 semaines après sa sortie, et puis il a été un peu mis sur orbite comme ça. Et puis c'est vrai que c'est le livre qui a été le plus vendu et qui est encore le livre dont on me parle, quoi. C'est rare que je pleure en lisant des romans et là je crois que j'ai pleuré et sachant que c'était avant mon burn-out, ça date et à cette époque-là je laissais moins exprimer mes émotions, mais je me rappelle avoir pleuré. Ah ouais, mais beaucoup de gens, et puis il y a beaucoup de conjoints aussi qui viennent sur les salons en disant, oh là là, qu'est-ce que vous avez fait pleurer ma femme. Et il y a aussi des hommes qui pleurent et bah oui, parce que ça, forcément, ça va toucher à ce qui, je pense, fait le plus peur Ouais. aux gens, en particulier aux parents. Et puis, bah, moi, j'avais envie de mettre de l'espoir. C'est vrai que je mets un petit peu la tête sous l'eau au lecteur en faisant lire ce livre, mais après, j'essaie de sortir la tête de l'eau et de dire, regardez après, la lumière, elle est là, quoi. Elle est là. Ah, c'est ça, c'est qu'en fait, moi je sais que j'aime lire des livres positifs et alors avant, je pouvais lire des choses. Je pense à un auteur que j'aime beaucoup qui est Agnès Marcé. Non, c'est pas Agnès Martin Dugan, je sais plus son Oui, prénom. Agnès. Ouais, c'est vraiment magnifique ce qu'elle écrit. Mais t'en sors, t'es ouh. Ouais. Alors que toi, en effet, tes livres. Alors moi, c'est mon côté de vivre sur l'arc-en-ciel avec les bisounours où j'ai où j'ai envie que de joie et même si en effet il y a des moments qui sont durs dans tes livres, il y a toujours en effet ce rayon de soleil où tu en sors grandi. Mais moi, c'est ce qui m'a sauvée, en fait. Je pense que c'est parce que j'avais cet arc-en-ciel dans le cœur que j'ai eu envie de le transmettre et puis de montrer que c'est possible, en fait. De montrer que c'est possible. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Tout à l'heure, tu disais que euh, en fait, ça t'aidait toi, mais ça a aidé les autres. Et c'est justement ça, en fait, quand on est à sa place, quand on est dans sa raison d'être, c'est justement le croisement où ça va se faire, ça va faire appel à nos talents, ça va faire appel à qui on est, et en parallèle de ça, ça va aider les autres. Et c'est vraiment Ça, cette, ouais. c'est être à sa place. Et alors ça, je pense que c'est quand on est à sa place quand on a trouvé son verbe de vie. Mm. J'avais lu un jour un article sur le verbe de vie, sur l'orientation, en disant, faudrait pas dire aux jeunes qu'est-ce que tu veux faire plus tard, faudrait leur demander quel est ton verbe de vie. Et moi, j'ai trouvé le mien il y a pas très longtemps, hein, vers, je sais pas, ben, il y a quelques années, et je me suis dit, mon verbe de vie, c'est prendre soin. Et j'ai toujours, et depuis toute petite, tu me parlais de mon enfance, j'étais du genre à sauver les petits hérissons ou les petits oiseaux qui se sont cognés à la vitre, et je prenais soin du vivant, en fait. Et puis, ben, sage-femme, c'est prendre soin. Et aujourd'hui, j'essaie de prendre soin de mes personnages, et en prenant soin de mes personnages, je prends soin de mes lectrices et de mes lecteurs. Et je pense que le verbe de vie, c'est quelque chose, moi, j'y crois très fort parce que c'est quand même, on est différents, et chacun a son verbe de vie. Et un verbe de vie peut englober plusieurs métiers très Bien différents. sûr. Mm. Défendre, ça peut être assistante sociale, ça peut être avocat, ça peut être gendarme. Construire, ça peut être architecte, ça peut être maçon. Et donc, trouver son verbe de vie, c'est de trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait avoir envie de vous lever le matin, et ce qui donne l'impression d'être vraiment en phase avec ce qu'on est vraiment.
Exactement. En fait, moi, j'ai découvert ça suite à mon burn-out. Je me suis dit, en fait, comment je fais pour... j'avais lancé le podcast et je me suis dit, comment je fais pour aider les personnes. Et donc, j'avais été contactée par une maison d'édition pour écrire mon livre. Et après, je me suis dit, mais ok, c'est super, mes invités, ils ont l'air tous à leur place, ils ont plus l'impression de travailler. Comment on fait pour être comme et du coup, j'ai entrepris une grande recherche sur ça, et c'est là où j'ai découvert l'ikigai, qui s'appelle du coup la raison d'être c'est en japonais. Et je me suis rendu compte que l'ikigai, ça avait un frère jumeau ou un cousin en Ayurveda qui s'appelle les Purusharta, en psychologie positive, ça s'appelle le SPA, en philosophie, ça s'appelle l'essence. Il y en a qui appellent ça la mission de vie. Et finalement, je me suis dit, bah voilà, je vais créer un bilan de compétences ou en tout cas un programme assimilé à un bilan de compétences qui va permettre justement aux personnes de trouver quelle est leur mission de vie, leur verbe de vie, savoir quel est leur why en fait, pourquoi ils sont ici. Parce qu'en fait, ce dont j'ai pris conscience, c'est que tu peux être excellent dans ton travail, mais si ça ne sert pas à ce qui apporte du sens pour toi, en fait, il y a un moment donné, tu vas être vide de sens et ton corps va te parler. Tu vas être dans cette situation d'inconfort et puis comme typiquement, je repense à ton personnage, je l'avais lu ce livre de cet homme qui quitte sa femme sur le quai de la gare. C'est se dire qui suis-je? Et parfois, tu te rends compte en fait que voilà, tu es avec une personne depuis 10, 15, 20 ans, mais qu'en fait, ton couple s'est bâti sur une personne que tu n'es pas en fait. Et tu vois, mon mari m'a quitté il y a un an, presque jour pour jour. Et en me quittant, il m'a dit, mais tu sais, Charlotte, en fait, suite à ton burn-out, t'es devenue toi, t'es devenue la Mm. meilleure version de toi-même. Je suis sûre que c'est vraiment bien pour toi, mais ça ne me convient plus. Mm. Et alors, bon, clairement, quand tu l'apprends, tu es là, ouais, ok, ça faisait 17 ans qu'on était ensemble, on s'était mariés il y a 4 ans, donc faut se murfer là-dessus. Mais au final, voilà, en fait, voilà, moi d'ailleurs, je lui dis, tu sais, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Voilà, tu me brises le cœur, mais tu me brises pas moi parce que je sais qui je suis et comme et qu'en fait, le soleil, il est toujours, alors, il met du temps à arriver en fonction des circonstances de la vie et compagnie, mais il y a toujours le soleil quoi qu'il arrive. Oui, et puis, mais alors c'est pas facile hein, de trouver qui on est. Des fois, c'est le travail d'une vie, mais je pense qu'il y a une notion de vibration. Euh, j'ai tendance à dire que on a une petite voix à l'intérieur de nous et il faudrait écouter cette petite voix et ça s'appelle l'instinct, je crois. Quand instinctivement on sent pas quelque chose et qu'on le fait quand même, généralement ça finit mal. Et quand on sent pas quelque chose et qu'on ne le fait pas, souvent on se rend compte que il y avait une bonne raison. Mm. Et je pense qu'on est des mammifères, hein, on est des mammifères certes, entre guillemets, évoluer. Moi, je trouve que l'évolution, elle va pas dans le bon sens, là, mais on reste quand même des mammifères et les mammifères fonctionnent à l'instinct. Et on a un peu oublié ça. On est passé du mode instinctif au mode peut-être trop cérébral. Ouais, trop dans le mental. Et on est. Alors, il y a cette histoire des trois cerveaux là, c'est passionnant, hein, le néocortex, le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Et en fait, l'interaction entre les trois est vraiment intéressante parce que souvent, il y en a un qui étouffe l'autre alors qu'il devrait lui laisser sa place. Et le cerveau des émotions a tendance à parfois étouffer le cerveau reptilien de l'instinct quand on a peur de quelque chose lié à la réflexion, à ce qu'on vous a mis dans la tête depuis tout petit, etc. Ben, vous perdez votre instinct. Mm. Et donc, moi, j'essaie de dire, mais cette petite voix, face à une situation, essayez de sentir au fond de vous, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi? Et si c'est pas bon, on part en courant, quoi. C'est quand on peut, hein. Des fois on peut pas, mais il faut tout faire pour essayer d'être juste aligné. Il y a une phrase de Tchekhov que j'adore qui dit soyez juste, le reste viendra de surcroît. Et cette phrase, je trouve qu'elle se vérifie en permanence. Quand on est juste avec soi et juste avec les autres, forcément, eh ben,
le reste, les choses arrivent comme elles doivent arriver. Et, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont enfermés dans une absence de justesse, justement, qui ont fait un métier pour faire plaisir à leurs parents, qui ont rencontré quelqu'un et puis qui pensent être amoureux et en fait c'est pas le cas, ou qui se sacrifient euh, pour les autres sans penser à eux. Et en fait, ils sont pas justes avec eux-mêmes. Et quand j'étais sage-femme, j'avais fait une formation en accompagnement émotionnel avec une sage-femme qui s'appelle Ariane Sekia et c'était extraordinaire cette formation. Elle m'a beaucoup aidée moi et puis elle m'a permis d'aider des patientes. Et il y avait des petits outils à la fin, des petits outils émotionnels. Et il y en avait un qui s'appelait potier ou jardinier. C'est-à-dire que quand on devient parent, est-ce que un parent doit être potier? C'est-à-dire qu'il a cette mode de terre et puis il va la façonner à la façon dont, enfin, telle qu'il lui la voit. Ou est-ce qu'il va être jardinier? Il plante une graine et il va l'arroser. Et en fait, je pense que l'enfant qui arrive, il est cette petite graine, comme les graines qu'on met dans notre potager, avec ce qu'il est à l'intérieur de la coque. Et arrosé d'amour, il va se développer tel qu'il est vraiment. Si on est parent potier, eh ben, on va obliger l'enfant à faire telle activité, telles études, tel métier. Et en fait, la graine, elle s'oublie. Et donc, je pense qu'il faut vraiment, quand on est parent, se dire qu'est-ce que je veux pour mon enfant? Est-ce que je veux qu'il soit épanoui ou est-ce que je veux qu'il soit euh, dans telle profession ou avec tel genre de personne? Et puis quand on est adulte et qu'on se demande si on n'a pas été un peu issu de parents potiers, ben essayer de retrouver sa graine en fait. Quelle graine on était et quelle graine on veut devenir vraiment. Exactement. Tu disais du coup que tu étais hypersensible, notamment, je pense que clairement une des clés pour pouvoir permettre aux parents d'être jardiniers, c'est vraiment cette notion de savoir, de permettre aux enfants de savoir qui ils sont. Quand est-ce que toi tu as découvert le fait que tu étais hypersensible? Alors, je l'ai découvert autour de 40 ans quand j'ai commencé à rechercher des informations pour mes enfants. Parce que nos deux premiers avaient une façon d'appréhender le monde qui était un petit peu différente. Donc, j'ai fait des recherches. Et puis, en lisant des livres sur l'hypersensibilité de l'enfant, je me suis dit, mais en fait, mais c'était moi quand j'étais petite. C'était donc ça. Et j'ai compris beaucoup de choses. Après, j'ai lu le livre de Fabrice Midal, celui d'hypersensible, qui m'a encore permis de comprendre des choses supplémentaires sur cette hypersensibilité. Et donc, j'ai pris conscience à ce moment-là de pourquoi j'avais l'impression de venir d'un autre monde ou de pas comprendre ce monde-là, d'être heurtée par un certain nombre de choses, d'être en colère aussi par rapport à certains comportements, en me disant mais c'est pas possible. Je pensais que tout le monde fonctionnait comme moi et non. Donc quand on en prend conscience, je pense que c'est important parce que ça permet d'en souffrir moins et de le prendre plus comme une chance que comme une tare. Et parce que la sensibilité, elle est mise à mal quand même par nos sociétés. Et, et on est un peu taxé de sensiblerie, ce qui est très 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 négatif comme approche. Et moi, je trouve que la sensibilité, c'est une chance formidable. C'est comme dit Baudelaire, ne méprisez pas l'insensibilité. La sensibilité de chacun, c'est son génie. Et, euh, et je trouve que ça offre une capacité à appréhender le monde qui est très fine en termes d'émotions humaines. Et donc, ça permet de comprendre l'autre et sûrement d'avoir un petit peu plus d'empathie pour l'autre et prendre soin.
Je partage complètement avec toi. Moi, j'ai découvert, tu vois, il y a 3 ans, le fait d'être hypersensible et ça m'a vraiment changé ma vie. Et d'ailleurs, j'ai mis à disposition sur mon site gratuitement un test qui permet de savoir si on est hypersensible. Donc, sur le site pourquoipasmoi.co pour les gens qui nous écoutent et qui se posent la question, parce que clairement, découvrir qu'on est hypersensible, ça, comme exactement comme tu dis, c'est tant qu'on ne le comprend pas, on en souffre et après, on le transforme en une force, en fait. C'est une libération, je pense, Mm. d'en prendre conscience. Alors, ça commence à être un peu moqué, ce terme d'hypersensibilité dans notre société. On dira, on met, comment je vais dire ça, c'est une histoire d'un petit peu d'étiquette, quoi. Hein, mais je pense, enfin moi je fais vraiment la différence. On est tous sensibles, hein, mais il y en a qui le sont un peu différemment. Et puis c'est une notion de fonctionnement cérébral aussi. Ah oui, c'est vraiment dans les neurones. Enfin, Ouais. quand on est hypersensible. Il y a un livre, j'essaie de retrouver le nom qui s'appelle. Alors il y a l'équilibre du zèbre à pois de Raphaël Giordano qui parle bien de tout ça. Mais c'est un livre de Géraldine. Je me remettrai le lien dans le petit billet de blog que j'écrirai après, où justement ça parle de l'hypersensibilité et qui explique vraiment que quand on est hypersensible, il y a des choses dans notre cerveau qui sont différentes du cerveau des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Donc, c'est pas juste un ressenti, c'est vraiment chimique et neuronal. Et il n'y a pas de notion de moins bien, de meilleur, Non, c'est de juste comme ça, voilà, c'est un on fait. c'est juste qu'on est comme ça, Exactement. on est un petit peu plus sensible que peut-être la moyenne et c'est dur, hein, c'est difficile d'évoluer dans un monde en étant hypersensible parce on se prend des camions en permanence dans le cœur et puis c'est tous les sens. Hein. Moi, longtemps, je me suis dit, je me bouche les oreilles, moi, sur les quais de la gare quand le train arrive et qu'il freine parce que ça me fait mal aux oreilles. Et je me disais, comment font les gens pour ne pas en souffrir? Mhm. Et, et je pensais qu'ils avaient mal aussi, mais non. Et mes gants de jardin, c'est ça aussi, c'est que il y a, on est hyper sensible, donc à pleurer devant certaines pubs, et c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des inconvénients, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'avantages. Et je pense que l'émerveillement, il vient de là aussi. C'est-à-dire quand on est très, très sensible à la moindre petite chose, ben, on peut plus facilement s'émerveiller que de passer à côté. Moi, dans mon jardin, là, en ce moment, je passe des minutes entières à observer les petits tortillons, des courges et des concombres et qui s'accrochent et qui, c'est magnifique, c'est magnifique. Je suis heureuse de ne pas passer à côté de ça. Mm. Ouais, c'est savoir s'émerveiller derrière. Moi, souvent, mes amis ou mon entourage se moquent de moi en me disant, je vais régulièrement nager en mer, parce que du coup, j'habite à Marseille. Et quand je nage, je dis, ah, t'as vu tous ces poissons et tout. Et ils me disent, mais Charlotte, il y avait que des poissons blancs. Je dis, oui, mais c'est magique d'avoir croisé tous ces Oui. poissons, en fait. Et donc, ils me taquinent gentiment. Mais moi, vraiment, j'en ressors, je suis émerveillée, en fait. Et eux, ils me disent, mais c'est des poissons blancs. Je dis, bah oui, mais on n'a pas le même regard sur ça. C'est ça. Et j'entendais l'autre jour Jean-Noël Riffel, qui est directeur d'un office français de la biodiversité de je ne sais plus quelle région, qui disait l'émerveillement est le premier pas vers le respect. Et je trouve ça très juste en fait. On respecte ce qu'on aime et ce qu'on trouve beau. Et la beauté, elle est très variable d'une personne à l'autre. Mais quand on arrive à s'émerveiller, on n'a pas envie de détruire, on n'a pas envie de casser. Donc, j'essaye de plus en plus, moi, d'emmener les gens vers cet émerveillement, de partager avec eux la beauté du vivant. Alors, sur mon Instagram, là, ça fait quelque temps que j'ai compris comment fonctionnait les vidéos, là, les Ouais, réels. les réels, Et donc, ouais. je fais ça avec des choses prises dans mon jardin pour essayer de mettre un petit peu de poésie, pour donner envie d'aimer ces choses toutes simples à côté desquelles on passe sans les voir, quoi. Donc, voilà. Et donc, au moment donc, tu as écrit juste avant tu as écrit plusieurs livres, plusieurs romans. Tu as été publié. À partir de quand tu as décidé d'arrêter d'être sage-femme?
Alors, j'ai été sage-femme pendant 4 ans encore. J'ai été publiée en 2011 et j'ai arrêté en 2015. J'ai arrêté sage-femme quand je ne faisais plus que 2 demi-journées par semaine et que c'est mes droits d'auteur des livres qui payaient les frais fixes du cabinet dans lequel j'exerçais parce que je pouvais pas faire les deux métiers en même temps. Et donc j'ai choisi le métier d'autrice parce qu'il était plus facile déjà. C'est dur, hein, le métier de sage-femme, c'est vraiment dur parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, il y a pas de, c'est très mal payé en libéral. Et puis il y a beaucoup il y a beaucoup de contraintes et de pression et de responsabilités. C'est une profession médicale à part entière et j'adorais ce que je faisais. Hein. Je faisais pas mal d'accompagnement émotionnel et beaucoup de gynéco aussi, gynéco-contraception. J'adorais ça. Mais toutes les contraintes ne me manquent pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, quand il faut faire un choix, on peut pas faire deux métiers à temps plein. Donc j'ai choisi le métier d'autrice, mais j'ai attendu pour le faire parce que ça, c'est mon éditeur chez Albin Michel qui m'avait dit ne lâche pas ton métier parce qu'on est, enfin, très peu d'auteurs vivent de leur plume. Donc ne le fais pas trop vite. Et je l'ai fait quand j'étais sûre d'avoir une certaine assise pour pas me casser la figure, quoi. Aujourd'hui, du coup, tu as été créé à quelle fréquence ils sortent à quelle fréquence tes romans? Alors, j'en faisais un quasiment tous les ans et là, j'espace un tout petit peu parce que j'ai besoin de temps pour travailler et puis mon mari a on a une micro-ferme en bio là et j'ai envie de participer à ça et ben pour l'accompagner déjà, pour pouvoir le remplacer quand il part se former et puis parce que j'aime ça, ça me fait du bien et ça m'inspire aussi beaucoup. Donc je dis que j'ai toujours que j'ai les pieds sur terre, les mains dans la terre et ça me nourrit vraiment pour l'écriture. Donc là, je vais en faire un tous les 2 ans, je pense, ce qui me laisse le temps de faire bien les choses parce que ça me tient vraiment à cœur j'ai pas envie de bâcler mon écriture, j'ai pas envie d'en sortir un par an. C'est déjà beaucoup, hein, par an. Ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Pour moi, c'est trop parce que j'ai besoin de prendre le temps de l'écrire, de le laisser reposer, de le reprendre, de le laisser reposer comme un pain qu'on pétrit et qui va lever. Et j'ai besoin de travailler beaucoup sur le style, sur l'écriture, sur les recherches aussi en amont, parce que je fais beaucoup de recherches en amont sur les sujets que je vais aborder. Et donc, je veux vraiment prendre le temps de le faire bien pour pour être satisfaite de ce que je fais. Ça, c'est vraiment important. Tu fais tout toute seule? Alors oui, je fais tout toute seule. Après, il y a le travail avec ma Oui, maison l'éditeur. d'édition. Mais Hein, il y a personne qui fait les recherches pour toi, c'est non. toi qui... Ah non, non. Ah non, non, c'est 100% moi et je pense que c'est important euh, parce que le processus de recherche est une recherche en soi. On est d'accord. D'aller d'essayer d'aller quelque part et puis de fil en aiguille de trouver d'autres pistes. C'est vraiment intéressant. Moi, je suis très très curieuse de nature et donc je me nourris de ces recherches parce que j'apprends plein de choses, je découvre des métiers, c'est formidable, j'adore ce travail en amont, que ce soit historique, que ce soit sur des métiers, là parce que je veux parler du vivant beaucoup, de plus en plus pour le défendre, pour le faire connaître et le défendre et j'ai passé 3 jours au centre Athénas, qui est un centre de sauvegarde de la faune sauvage dans le Jura et c'était formidable. 3 jours où j'ai vécu des trucs que j'aurais pas vécu forcément autrement, quoi. Donc ces recherches-là me permettent d'ouvrir des portes qui sont magnifiques. Et comment a réagi ton entourage quand ils se sont rendus compte que juste avant le bonheur devenait un phénomène littéraire? Bah bien, ils étaient, ils étaient fiers de moi. Euh, c'est drôle parce que mon papa était conseiller pédagogique sur la fin de sa carrière et donc il était quand même assez connu dans le milieu enseignant en Alsace et puis ben moi j'étais la fille de Monsieur Ledig et maintenant
c'est le papa d'Agnès Lévy, donc ça a un petit peu renversé la tendance. Mais il est très fier de moi. Ma maman n'est plus là, mais je pense que de là-haut, elle est très fière aussi. Et puis, ça n'a pas, en même temps, ça n'a pas fondamentalement. Moi, j'ai pas changé en fait. Euh, j'ai pris conscience d'à quel point le succès pouvait monter à la tête, mais je pense que comme elle est bien accrochée sur les épaules en raison de ce qu'on a vécu, je suis protégée de ça. Et moi, j'ai pas envie de changer en fait. J'ai du mal à ce qu'on me mette un peu sur un piédestal comme ça. Ça me gêne toujours quand les gens sont dans une admiration un peu euh, presque excessive. Enfin, je comprends pas pourquoi, parce que moi, j'ai envie de rester. Je suis une humaine parmi les humaines, quoi. C'est tout. Et j'ai envie de rester simple, en fait. Et la notoriété, le succès pour le succès, ça m'intéresse absolument pas. C'est pas ça qui me donne envie de me lever le matin. Par contre, si ça peut m'être utile pour changer le monde, on y revient. Là, oui, là, je m'en réjouis parce que ça donne une certaine visibilité, ça permet de répondre à des interviews, ça permet d'exprimer quelque chose que je pourrais peut-être pas si j'étais pas dans cette visibilité-là. Donc, que j'essaie de l'utiliser à bon escient pour les causes que je défends et qui me tiennent à cœur. Euh, mais le succès en soi, enfin, j'ai pas d'ego j'ai pas d'ego surdimensionné à nourrir. Enfin, je suis heureuse dans ma vie, là, tout va bien. C'est pas, voilà. D'ailleurs, c'est quelque chose qui, j'imagine, peut t'aider à servir tes causes. Tu as reçu la Légion d'honneur il n'y a pas très, très longtemps. Oui. Alors, au début, je me suis beaucoup posé de questions par rapport à cette Légion d'honneur parce que parce que je suis pas d'accord avec ce que fait le gouvernement, là. Ça me met très, très en colère. Et puis, j'en ai discuté avec la directrice d'Albin Michel qui m'a dit, mais faut pas confondre République et gouvernement. La Légion d'honneur, c'est de la République. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches, encore une fois, ma curiosité, et puis parce que ça me semblait nécessaire, sur les fondements de la République. Et donc, je suis très honorée d'être honorée par la République parce que c'est liberté, égalité, fraternité. Et c'est vraiment des causes que je défends, mais corps et âme, quoi. Liberté, égalité, fraternité. Et je pense qu'on l'oublie de plus en plus, ce trépied nécessaire à notre démocratie, encore plus en ce moment. Et donc, là aussi, si cette Légion d'honneur peut me permettre de défendre ces valeurs-là, eh ben, allons-y, la décoration en elle-même, moi, je l'ai rangé quelque part là et puis ça change rien à ma vie en soi. Tout le monde est très waouh, t'as eu la Légion d'honneur, oui, oui, mais d'autres gens la méritent tellement plus. Moi, cette Légion d'honneur, pour moi, c'est pour mettre à l'honneur ceux qui font des choses pour les autres, pour respecter la liberté, l'égalité, la fraternité, pour respecter le vivant, pour respecter les gens et voilà. Donc j'essaye de l'honorer en poursuivant ces combats qui m'animent pour le vivant. Ça s'est passé comment la cérémonie? Alors très simplement, on a fait ça dans les Vosges, dans un très beau jardin qui s'appelle Berchigrange. Et puis j'avais demandé à Daniel Picouli, parce il faut quelqu'un du même grade pour remettre la Légion d'honneur. Et c'était très chouette. On était en basket tous les deux. J'adore l'idée de recevoir la Légion en basket. Et puis on a fait chacun un discours c'était très très, je pense très très différent. Ça nous ressemblait en fait. Et c'était important avec des gens que j'aime et qui comptent pour moi. Et voilà, c'était vraiment très chouette. Aujourd'hui, t'as écrit du coup t'as écrit un livre sur le deuil pour les enfants.
Oui, alors, c'est quand j'ai écrit juste dans le murmure des feuilles qui dansent, donc mon cinquième ou sixième roman. Et en fait, je me suis dit, j'ai eu envie, j'avais déjà écrit un album jeunesse. Et je me suis dit, mais euh, pourquoi pas réécrire l'histoire à hauteur d'enfant? Parce que j'aime beaucoup les albums jeunesse. J'ai travaillé avec Frédéric Pillot pour Le Petit Arbre qui voulait devenir un nuage. On est devenus très très proches depuis. C'est un grand frère de cœur qui m'accompagne beaucoup dans la vie. Et, euh, et puis, ben, on en a discuté et on a fait le constat qu'il y avait très peu de livres sur le deuil pour les enfants qui racontent vraiment le deuil d'humain. Souvent c'est avec un pas de côté, soit ça parle du grand-père ou du grand-oncle, soit c'est des animaux. Mm. Euh, mais euh, en plus, parler d'un enfant qui meurt, c'est très tabou. Et donc, on a fait le cimetière des Maudous. Et moi, je suis très très heureuse parce que on a eu des retours déjà d'instits qui l'ont utilisé dans des cas où Mm. un enfant de leur classe euh, décédait et donc ça a permis de mettre un petit peu des mots sur la douleur des enfants et des grands. Et, euh, et puis aussi, il y a des gens qui me disent, ben, quand on le raconte, en fait, les enfants le réclament, le redemandent. Et moi, je dis, mais racontez-le comme n'importe quel autre livre. N'attendez pas un moment Ouais. propice. N'attendez pas qu'il y ait un deuil dans la famille pour raconter l'histoire. Racontez-la comme on raconterait n'importe quelle autre histoire pour Mm. enfants. Parce que la mort fait partie de la vie et plus on en parle, plus elle sera apprivoisable. Je ne sais pas si ça existe le mot, mais je Ouais. l'invente. Ouais. Euh, et c'est pour les adultes qu'elle est taboue, mais les enfants, ils parlent de la mort de Mm. façon assez naturelle, et c'est en grandissant qu'elle devient taboue. Donc oui, parlons-en. Et dans le livre, je donne un outil émotionnel qui est un acte symbolique. Et en fait, Annabelle, elle va écrire des mots doux sur des petits bouts de papier. Elle va les enterrer au pied de l'arbre euh, de, de, de son amoureux. Et les gestes symboliques, ça me semble vraiment très important dans des étapes de la vie pour affronter ces étapes, que ce soit le deuil, que ce soit une séparation, que ce soit n'importe quelle épreuve. Faire un geste symbolique positif et beau, ça apaise un petit peu, Mm. ça met du doux sur le triste. Ouais, ça me touche particulièrement parce que là, il y a 2 semaines, j'ai enterré une de mes amies. Et, et on a recouvert à l'église son cercueil avec des petits post-it en forme de cœur avec chacun a mis un petit mot doux. Et je sais que cette idée était venue en fait dans leur entourage, ils avaient perdu un enfant, enfin de leurs amis avaient perdu un enfant, et ça avait été fait à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était vraiment un geste fort et beau de pouvoir faire ça. Mm. Et il faut mettre de la beauté sur le triste parce que c'est ce que je dis dans l'album, la mélancolie, c'est du chagrin avec de la douceur dessus. Et je pense qu'on a besoin de douceur. On a besoin de douceur, on a besoin de mettre du beau sur ce qui est pas beau. Et puis les gestes symboliques, ça donne l'impression euh, de pas subir la chose de façon Mm. passive, c'est d'être Exactement. d'être dans On a été l'action. acteurs. Ouais, exactement. Voilà, Mm. d'être dans l'action. Et l'action, je pense qu'elle soigne. Ça me permet, par rapport d'une manière générale, l'action soigne l'éco-anxiété, par exemple. Je suis touchée par l'éco-anxiété. Hein. J'ai beau avoir plus de 50 ans, c'est pas que les jeunes qui sont touchés par l'éco-anxiété, mais je me suis rendu compte que l'action, se Mm. mettre en action, se mettre en mouvement, permet de soigner l'éco-anxiété, de soigner le chagrin. Et d'ailleurs, souvent, les parents endeuillés font quelque chose. Soit ils créent une association de caritative, soit ils font un livre, ou ils ont envie de faire quelque chose. Mm. Et c'est la mise en mouvement, c'est la mise en action
qui va sortir de la torpeur et de la peine, en fait, ou de la peur. Ouais. D'ailleurs, ton livre, je me disais, je sais, tu connais, j'imagine, l'association Petit Prince. Oui. Et je trouve que ça serait intéressant d'offrir à tous les frères et sœurs des enfants de l'association ce livre. C'est vrai, c'est vrai. On en reparlera si tu veux, parce que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Dominique, la fondatrice. Oui. Et je pense qu'en effet, ça pourrait être chouette de se dire que, voilà, si les enfants, ils guérissent, c'est juste le plus beau cadeau du monde. Mais s'ils guérissent pas, qu'en effet, leurs frères et sœurs puissent avoir cet outil. Bah oui, ouais. Oui, et puis leur donner l'envie de faire comme ça des gestes symboliques qui vont donner qui vont les mettre en action et leur donner l'impression qu'ils ils sont acteurs du lien qu'on peut garder, en fait. Ouais. Il y avait un outil que j'utilisais et que j'utilise encore, qui est Arc-en-ciel d'amour de cœur à cœur, et que je donnais à mes patientes, soit quand il y avait une situation de deuil, soit même une séparation, hein, quand la mère reprend le travail et que c'est très très dur de laisser l'enfant à la nounou ou à une personne qui le garde. Eh ben, quand on est au boulot et qu'on est malheureuse ou malheureux d'être au travail avec son enfant qui n'est pas avec vous, c'est faire une visualisation et imaginer l'amour qu'on a pour lui qui part de notre cœur et qui va vers le sien. Et pourquoi un arc-en-ciel? Parce que ça traverse l'horizon, donc ça va aussi loin qu'on veut. C'est coloré et c'est impalpable comme l'amour qu'on a pour son enfant. Et donc, envoyer un arc-en-ciel d'amour de cœur à cœur, eh ben ça rend acteur d'une émotion positive face à quelque chose de négatif. Et c'est utilisable par tout le monde dans toutes les situations un petit peu compliquées. Vous avez votre amoureux qui part à l'autre bout de la planète pour son boulot ou quoi, ben vous pouvez lui envoyer un arc-en-ciel d'amour de cœur à cœur. Et les personnes qui ne sont plus là, on peut leur envoyer des arcs-en-ciel d'amour de cœur à cœur. Très beau, je la note. Comment tu écoutes ton intuition? Comment j'écoute mon intuition? C'est un long apprentissage, mais c'est difficile d'expliquer comment on écoute son intuition. Je pense que j'ai appris avec le temps à sentir est-ce que ça vrille au fond de moi ou est-ce que ça coule tout seul. Et c'est une sensation assez étrange. Dans le langage courant, on dit je le sens pas. Je le sens ou je le sens pas. Et quand je le sens pas, c'est ça l'intuition en fait. Mais c'est difficile à expliquer parce que je pense qu'on est tous, on est chacun paramétré pour sentir ou pas certaines choses ou en fonction de ce qu'on est. Hein, mais si on a une petite voix intérieure qui dit oh, ça je le sens pas, c'est ça l'intuition. Donc quand je le sens pas, j'essaie de changer de trottoir. Que ce soit avec les personnes, avec les situations. Et il y a des gens comme ça. Hein, alors, c'est peut-être le côté hypersensible aussi, hein, mais il y a des gens que je croise où directement je les sens pas. Et donc, je me dis, là, faut pas que je. faut que je change de trottoir. Ouais, ça, je pense que moi, c'est marrant, je me faisais la réflexion ce week-end et je me disais finalement, voilà, dans toutes ces moments où tu grandis dans ta vie, tu prends conscience, voilà, de qui tu es, qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins bonnes pour ton entourage, et c'est vraiment, je trouve qu'avec l'âge entre guillemets et les expériences de vie, tu vois, c'est vraiment, je me disais ce week-end, mais en fait, vraiment mieux vaut être moins entouré qu'avec des personnes qui sont toxiques, en fait. Oui. Ah ben la toxicité, c'est là qu'il faut sentir, c'est là qu'il faut écouter sa petite voix. Moi, j'étais une proie facile parce que prendre soin, je pense que je suis gentille dans le bon sens du terme, donc je suis facilement, je suis une proie facile et j'ai croisé la route de gens qui étaient dans la manipulation, dans la perversion et j'ai appris avec le temps et la souffrance, parce que ça fait très très mal quand on s'en rend compte. J'ai appris à reconnaître les petits clignotants en lisant des livres aussi sur le sujet.
je sais plus son prénom, Irigoyen, Marie-France Irigoyen, je crois, qui a beaucoup écrit sur le sujet de la manipulation. Et donc, c'est un apprentissage, c'est un long apprentissage, mais c'est apprendre les clignotants. Et quand il y a le moindre clignotant, maintenant, j'ouvre les écoutilles, je suis encore plus vigilante et je fais en sorte d'écouter cette petite voix. C'est vraiment, je pense que pour l'écouter et pour apprendre à l'écouter, il faut peut-être faire des retours en arrière et voir les situations dans lesquelles on n'a pas été bien, dans lesquelles on s'est senti mal et pourquoi on s'est senti mal et qu'est-ce qu'on aurait dû entendre qu'on n'a pas entendu parce que le mental était là et que il n'avait pas envie d'entendre et je pense que c'est un apprentissage, mais d'années, de nombreuses années. Hein. On fonctionne pas de la même façon à 50 ans qu'à 20, hein, c'est normal. Ouais. C'est Christelle Petit-Colin qui a écrit ici beaucoup de livres sur les pervers narcissiques et les manipulateurs. Il y a pas mal de podcasts, de vidéos et tout d'elle qui sont hyper instructifs. Ouais, il faut se renseigner. C'est ça. Mais je pense que c'est un vrai sujet de dire aux personnes, notamment les personnes hypersensibles, de faire attention parce qu'en effet, les hypersensibles sont des proies faciles entre guillemets. Et tu vois, j'en parlais récemment avec une personne qui savait que le père de son enfant, enfin d'un de ses enfants était pervers narcissique. Donc en mode après c'est bon, plus jamais. Et elle a réussi, elle a commencé à avoir une relation avec un homme. Elle s'en est rendue compte au bout de 1 mois, mais elle s'est dit, enfin, elle a failli retomber dans le panneau alors qu'elle était au courant de tout. Et tu dis, waouh, c'est incroyable Mais je pense que c'est lié au fait que peut-être quand on est très sensible, on est aussi un peu naïf. Mais oui, clairement, bien sûr. Oui, terme, hein, la naïveté peut avoir quelque chose de beau. Mais elle empêche un petit peu de voir certaines choses il faut vraiment sentir en fait. Faut se reconnecter aux sensations et pas à ses besoins et à ses peurs. En fait, c'est souvent ce qui piège, hein, c'est que c'est la peur de la solitude, le besoin d'être aimé. Et donc, et en plus avec cette impression que, en tout cas moi c'était mon cas, je pensais que tout le monde fonctionnait comme moi, donc la toxicité, je l'imaginais pas, je me disais c'est pas possible, l'humain est une personne bonne. Ouais, c'est ça. En plus, quand j'étais sage-femme, quand je cueillais des bébés à la naissance, je disais mais c'est la bonté. Un bébé qui vient au monde, c'est la bonté incarnée. Donc je me disais mais non, tout le monde est bon et non. Donc je pense que c'est tout un travail d'apprentissage, d'écouter de s'écouter soi et ses besoins profonds avant ses peurs. Et ça, c'est difficile parce qu'il faut les trouver, les besoins profonds. Ouais. Et ça se recherche, c'est des choses qui se cherchent. Moi, j'encourage vraiment les gens qui sont pas pleinement épanouis à aller consulter psychologue, psychiatre, faire de l'EMDR, trouver des personnes accompagnantes pour aider à dépatouiller tout ça, de ces peurs, du mental trop fort qui vous empêche d'entendre cette petite voix, de quels sont vos besoins profonds, et puis de travailler sur tout ça, parce que moi, j'ai fait des années et des années de suivi. Alors peut-être d'abord à la base parce que j'ai perdu un enfant et que j'ai eu besoin dans ce moment, dans ce tsunami émotionnel, j'ai eu besoin d'accompagnement et ça m'a montré à quel point c'était utile et c'est parfois moqué. T'as été moqué? Non, mais les gens disent c'est pour les fous. Et non, c'est pour tout le monde en fait. Moi, c'est ce que je dis souvent. Hein, t'as mal aux yeux, tu vas chez l'ophtalmo.
t'as un grain de beauté qui craint, tu vas chez le dermato et Ouais, pourquoi quand t'as mal à l'âme, quand tu c'est te sens pas ça. bien, ça serait pas bien d'aller se faire aider, ouais. Mm. C'est ça, c'est tellement important et ça peut faire tellement de bien. Il faut trouver la bonne personne. Parfois, on papillonne un peu jusqu'à trouver la bonne personne. Et puis c'est par phase aussi. Ça peut être juste quelques semaines et puis après, on sent que ça va mieux et on s'arrête. Mais juste, voilà, il y a des gens qui sont formés pour vous accompagner sur un bout de chemin et c'est tellement important. Mm. Comment tu célèbres tes réussites? Comment je célèbre mes réussites? Oh là là, juste en partageant avec les gens que j'aime. Mm. Ça me suffit. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Je pense que depuis toute petite, et là ça rejoint ça rejoint le côté la petite dernière qui a besoin de se faire sa place. Euh, j'ai une anecdote là qui me vient. Je me souviens, on était partis en vacances. Mes parents avaient aménagé un vieux J7, c'est une espèce de en van, et puis on partait en vacances, entre autres dans les pays nordiques, et ils avaient des amis au Danemark. Et je devais avoir 4 ans, 4 ou 5 ans. Et on avait fait un tour à vélo et puis on s'était arrêté pour boire un verre quelque part. Et, euh, et elle nous avait proposé à toutes les trois d'aller demander en danois un jeton pour quelque chose à l'accueil. Et mes deux sœurs n'osaient pas. Et j'y suis allée. Et je pense que là, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Et j'y suis allée, j'ai baragouiné ce truc en danois et je suis revenue avec ma petite pièce. Et j'étais fière de moi parce que j'avais réussi. Et je pense que c'est fondateur, en fait. Cette notion de pourquoi pas moi, elle est fondatrice pour le changement. Et on ne peut être soi que quand on accepte de changer cette carapace dans laquelle on a été plus ou moins enfermé par les gens extérieurs. Je pense que très 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 peu sont eux-mêmes dès le départ, en fait. Hein. On est formaté pour entrer dans des moules et jusqu'à se rendre compte qu'on n'y est pas heureux. Et donc le changement, cette notion de pourquoi pas moi, elle est fondatrice. J'y ai droit. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai le droit d'être heureuse même si je suis endeuillée. J'ai le droit de changer de vie même si j'ai des enfants et que ça va être compliqué. Euh, j'ai le droit de réaliser mes rêves même s'ils sont complètement fous. Et ce pourquoi pas moi, euh, eh ben en fait, il répond à l'estime de soi. Pourquoi pas moi, ben, je le vaux bien. Je le vaux bien de partir sur le chemin qui me convient à moi. Donc oui, pourquoi pas moi. C'est quoi pour toi la réussite? Alors la réussite, c'est de... il y a cette phrase de Ralph Waldo Emerson, mais qui est très longue, donc je la connais pas par cœur. Il faudrait que je la prenne un jour par cœur. Mais qui finit en disant savoir que quelqu'un a mieux respiré parce que vous êtes passé dans sa vie, c'est ça, réussir sa vie. Alors, il y a tout plein de choses avant, hein. J'aimerais bien la retrouver là, mais je vais pas y arriver. Mais réussir sa vie, c'est pas avoir une Rolex à 50 ans, c'est pour, euh, pour citer quelqu'un. Mais réussir sa vie, c'est être aligné, donc c'est être juste avec soi. Et puis, je pense que c'est savoir que quelqu'un a mieux respiré parce que vous étiez là. C'est tellement beau. Là, je l'ai trouvé, la citation, c'est rire souvent et sans restriction, s'attirer le respect des gens intelligents et l'affection des enfants, tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les trahisons des amis supposés, apprécier la beauté, voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur, laisser derrière soi quelque chose de bon, un enfant en bonne santé, un coin de jardin ou une société en progrès, savoir qu'un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé en ce monde, voilà ce que j'appelle réussir sa vie.
Voilà, bah, j'en ai les larmes aux yeux et la chair de poule parce que c'est tellement ça, c'est Ouais. tellement. Et cette phrase, je vais la prendre par cœur parce elle est tellement forte. Ouais. C'est ça, réussir sa vie, c'est ça. Rire, euh, ne pas souffrir ne pas souffrir des gens malveillants, les enfants, le jardin. Mm. C'est tellement ça. C'est Ouais, tellement tu vois, ça. la phrase supporter les trahisons des amis supposés. Oui, Moi, ça me parle beaucoup, beaucoup. Après, je pense que c'est vraiment en effet apprendre à pardonner. Tu vois, j'ai lu un livre sur le pardon l'été dernier et euh, et hum, et ça disait en fait que tant que la personne qui a vécu quelque chose de difficile n'a pas pardonné elle-même, elle continuera à reproduire. Et je pense que c'est ça la clé en fait la clé de entre guillemets, une des clés de d'épanouissement personnel, c'est justement de pardonner à la vie et à l'univers quand en effet on a quelque chose de difficile à vivre. Parce que si tu pardonnes pas, tu restes dans une colère et tu te fais mal à toi-même au lieu tout à d'avancer. fait. Tout à fait. Et puis ça rejoint la notion de bienveillance envers les autres. Et là, ça rejoint aussi ce que je disais par rapport au bébé qu'on cueille, c'est que je pense qu'on vient au monde. Alors on vient au monde déjà avec un passé, mais on se construit en fonction du contexte dans lequel on arrive et dans lequel on grandit. Et ça, c'est euh, chacun fait ce qu'il peut avec tout ça et avec le contexte dans lequel il a grandi. On parlait du pervers narcissique, du pervers manipulateur. C'est soit un amour étouffant, soit un manque d'amour. Et donc la personne, elle devient comme ça parce que elle s'est construite sur un manque de quelque chose. Donc elle a fait ce qu'elle a pu. Et pardonner, c'est comprendre ça, justement. Et par rapport à cette bienveillance envers chacun, parce qu'il fait ce qu'il peut en fonction de sur quoi il s'est construit, euh, ça n'empêche pas de se protéger. C'est-à-dire qu'une personne qui est toxique, il faut s'en protéger soi, parce qu'on peut pas sauver tout le monde et c'est à chacun aussi de se sauver, hein, mais au propre et au figuré. Mais donc il faut se protéger. Euh, mais comme tu disais, ça n'empêche pas de se débarrasser de ce ressentiment, parce que le ressentiment, ça ronge comme un petit ver comme ça qui ronge une feuille. Ça vous grignote de l'intérieur, alors que si vous dites, OK, oui, à ce qui est, la personne, elle est comme ça, elle est toxique parce qu'elle a peut-être eu une enfance malheureuse, ou elle a peut-être vécu quelque chose de difficile, ou elle est mauvaise, moi je me protège, je passe mon chemin, mais je laisse avec elle derrière moi le ressentiment. Et ça ouvre sur une autre lumière, en fait. Ouais, c'est ma psychologue qui s'appelle Laurence Adjage que j'ai eu l'opportunité d'interviewer et elle me disait par rapport à une personne toxique de mon entourage, elle me dit Charlotte, vous n'êtes pas sa poubelle. Donc en fait, c'est à vous de voilà quand il vous partage enfin quand voilà quand cette personne est agressive ou vis-à-vis de vous, vous n'êtes pas sa poubelle. C'est vous renvoyez, vous repartez pas avec ses déchets, et je trouve ça super. Et même par rapport aux enfants, elle me disait, voilà, vos enfants, quand il y a des moments, voilà, vous êtes en randonnée avec eux, c'est vous qui avez le sac à dos avec la bouteille d'eau et compagnie. Mais s'ils vous disent, ils ramassent un énorme galet sur le chemin, bah voilà, vous leur dites non, je te garde la bouteille d'eau, je te garde Ouais, ton ouais, pull, mais par ouais, contre, je te garde pas ton gros galet. ouais. Et donc, c'est vraiment, en effet, c'est apprendre à se protéger comme ça, ce qui est un vrai travail, hein, mais Ah oui, c'est aussi un gros travail. C'est parce ça rejoint les peurs qu'on peut avoir mais si je pars, je vais plus être aimée ou je vais être abandonnée, ou culpabilisée. Et ça rejoint encore, qu'est-ce qui est bon pour moi? Ma petite voix, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et, et, et c'est nécessaire, c'est salvateur en fait, se protéger, c'est salvateur.
Bah, surtout que ce type de personnalité font tout pour faire en sorte de vous laisser croire que vous n'avez pas Vous êtes vous êtes responsable. C'est toujours, de toute façon, c'est jamais de leur faute, c'est toujours de ta faute à toi. Et puis aussi que sans eux, tu n'es rien. Tu as besoin d'eux dans ta vie, ouais, tu as besoin d'eux et ils Mais font tout. ça a une prise quand on n'a pas d'estime de soi et qu'on pense Exactement. qu'on n'a pas cette force intérieure et cette valeur, en fait. C'est une notion de valeur. Mm. Et, euh, et la valeur, elle vient de très, très loin. Enfin, l'estime de soi, elle vient de très, très loin. Et si on ne l'a pas eu dans son enfance pour se construire, je suis sincèrement persuadée qu'on peut la trouver quand même. C'est-à-dire que Il n'y a pas d'âge. pas d'âge, et puis à partir du moment où on trouve son verbe de vie, qu'on est aligné, qu'on est juste avec soi, et puis il faut pratiquer, il faut essayer des choses. Et plus je pense, plus on donne aux autres, plus on reçoit aussi, et ça vous nourrit d'estime de vous, en fait, d'avoir un répondant positif de la part des autres. On est des êtres sociaux, hein, donc s'entourer des bonnes personnes, c'est vraiment important. C'est sûr. Qu'est-ce que tu penses que la petite Agnès de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce qu'elle me dirait euh, Qu'est-ce qu'elle me dirait? Elle me dirait, viens jouer avec moi. Je, je pense que je suis pas très très éloignée, en fait, de la petite fille de 6 ans que j'étais, parce que Euh, j'aimais beaucoup découvrir, bricoler, chercher, jouer. Euh, et c'est encore le cas, en fait. Je me souviens quand j'étais gamine, euh, d'une scène en particulier. Au bout de la rue où on habitait, il y avait un monsieur qui était venu réparer des trucs, les fils téléphone. Et c'était des petits fils, c'était des tout petits fils de fer de toutes les couleurs. Parce que par rapport aux lignes et tout ça. Et donc, il y avait il avait laissé au sol plein de chutes, de petits fils de fer de toutes les couleurs. Et j'étais allée les ramasser. J'avais commencé à construire des choses en les tordant. J'avais fait des bonhommes. Et aujourd'hui, quand je me promène dans la forêt, je ramasse des trucs, quoi, parce que en me disant, oh, je pourrais faire ça, je pourrais construire tel truc. C'est un peu fatigant des fois pour mon entourage parce que je fourmille, mais fourmiller, c'est vibrer, et vibrer, c'est la vie. Mm. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'était pourquoi, ça a été quoi, du coup, pour toi, les renoncements devenant auteur à temps plein? C'était renoncer à ma relation avec mes patientes. Donc ça, c'est ce qui me manque aujourd'hui. J'aimais beaucoup ces moments intimes dans mon cabinet, euh, de sage-femme. Euh, mais je crois que c'est à peu près tout. Et c'était un choix qui était assez simple parce que justement, je ne renonçais pas à, à des choses fondamentales. Donc, euh, je, ouais, je pense que c'était une chance pour moi de ne pas avoir à renoncer justement à des choses importantes. Mais je pense qu'il faut renoncer que. Pardon, j'ai juste branché la batterie de L'ordinateur. l'ordinateur. Je pense que euh, les choix se font si on renonce, si ce qu'on choisit est plus fort que ce à quoi on renonce. Mm. Et dans ce cas-là, ça passe, c'est OK. Euh, Sans regret, puisque c'est pour du mieux. Donc, c'est pas grave. La question que je vais te poser maintenant, bon, je la pose dans chaque interview. Je pense que je connais la réponse, mais je vais quand même te la poser sur la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie. Ah ben oui, c'est le deuil de notre fils. Et en même temps, ça a été je sais pas ce que je serais aujourd'hui si ça s'était passé autrement, en fait. Je pense que ça a été un tremplin pour autre chose parce que j'avais pas le choix, mais j'ai essayé d'en faire quelque chose
je dirais pas positif, et peut-être que si quand même. J'ai essayé de transcender et de sublimer. Et, euh, et quand on arrive à sublimer le chagrin en quelque chose de beau, ben c'est waouh, voilà. Donc euh, essayer de rester. Parfois, on se dit il faut trouver du sens à tout. Des fois, ça n'a pas de sens et on le trouvera jamais le sens. Ça n'a pas de sens de perdre son enfant. C'est hors de. C'est pas dans l'ordre des choses. Et et pourtant, on peut quand même euh, on peut quand même rebondir et puis s'élever, survivre, Ouais. vivre au-dessus de tout ça. Ça a été quoi tes peurs quand tu t'es lancée en tant que sage-femme et quand tu t'es lancée après en tant qu'écrivain? Oh, la peur de pas réussir, comme la plupart, je pense. Euh, euh, je sais pas si j'ai eu peur de louper mon- mon concours pour entrer à l'école de sage-femme. Après, j'ai eu peur de ne pas avoir mon diplôme, mais les choses se font au fur et à mesure, en fait, parce que j'avais envie, j'étais motivée, j'avais la rage, quoi, pour y arriver. Donc c'est la motivation suprême d'avoir la rage de réussir. Et euh, en tant qu'autrice, je sais pas si j'ai eu des peurs en fait parce que j'ai pris le temps. Euh, et on me demande souvent si j'ai peur de sortir le suivant, mais en fait, je pense que comment je vais dire ça, cette capacité d'avoir rebondi au pire me protège aussi de tout le reste. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je vais me relever. Et ça, c'est ancré dans mon cerveau de façon, enfin, c'est un tatouage à vie, quoi. Quoi qu'il arrive, euh, comme j'ai affronté ça, eh ben, je sais que j'y arriverai, et je pourrai rebondir. Donc, ça atténue la peur, forcément. Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Euh, de mes enfants. Alors, je vais dire de mes enfants morts ou vivants, parce que euh, je suis très fière je suis très fière de Nathanaël parce que c'était un petit bonhomme extraordinaire. Pardon, j'ai une petite émotion. Et puis je suis fière de la famille qu'on a réussi à être quand même. Parce que on est un noyau dur et je le sens quand on est tous les quatre avec notre dernière. Euh, il y a cette espèce euh, il y a de l'amour malgré tout. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a de l'amour malgré l'épreuve et c'est un amour qui est très très fort. Et je pense qu'il nous protège, j'espère qu'il nous protège de tout. Mais parce que souvent, quand je vois des familles qui se déchirent, ça me rend malheureuse. Et je me dis, bah, nous quatre, là, mon mari et mes deux enfants, on a cette force-là et notre fille qui n'a pas connu son grand frère, il fait partie de sa vie aussi et donc on a construit ce noyau familial euh, autour de cet amour-là très puissant. Et puis je suis fière aussi de mon entourage proche parce que je me suis constituée des gens qui sont vraiment des personnes nourrissante. Et donc, je pense en particulier à quelques personnes. Ben, je parlais de Frédéric Pillot. J'ai mon petit frère de cœur aussi, Jonathan, qui est très présent et et que j'accompagne aussi. Enfin, il y a un échange comme ça. Il y a un noyau
il y a un noyau solide autour de moi et je suis fière de ça, que ce soit mon mari, mes enfants, mes amis proches et ça, c'est fort, quoi. Hmm. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne que tu croises qui connaît absolument pas ton histoire et qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance? Est-ce que je n'en suis là que grâce à la chance? Hmm. C'est ça la question? Ouais. Je crois pas. Je crois qu'on fabrique notre propre chance. Et euh, c'est comme le talent où certains peuvent dire ben, lui il a du talent, mais le talent ça se fabrique, ça se construit. Et la chance c'est pareil. Alors oui, il y a des alignements de planètes qui font que on va croiser telle personne à tel moment, mais c'est surtout ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on croise en permanence des gens et c'est ce qu'on en fait qui va changer la donne. Euh, par exemple, quand l'éditeur d'Albin Michel me contacte sur un réseau social pour que je le rappelle, j'aurais pu être pétrie de peur et ne pas le faire. Ben non, je l'ai fait. J'étais pétrie de peur. Je me disais, oh là là, qu'en est-il? Mais je l'ai fait. Et il y a plein de situations comme ça où en fait, on a peut-être la chance de, de, de croiser des situations, mais c'est surtout ce qu'on en fait après qui va transformer l'essai comme au rugby en fait. C'est Mhm. ça. C'est que on marque un essai, après il faut le transformer. Ouais. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui? Crois en toi. Je pense que je me le suis fabriqué au fil du temps et avec un accompagnement de personnes formées, etc. Et je l'ai aussi reçu de mes parents, mais je l'entendais pas forcément. Euh, Crois en toi et ne te laisse pas démonter par les mauvaises critiques. T'en as eu des mauvaises critiques? Ouais, je pense, ouais, oui, des mauvaises critiques dont je tenais compte. Et en fait, c'était idiot d'en tenir compte, mais euh, et je pense que un autre conseil serait sois patient parce que j'ai tendance à être très impatiente et je me rends compte maintenant à 50 ans que c'est la patience qui fait que on arrive à des choses et qu'on comprend des choses et souvent on est pressé de changer de vie, on est pressé euh, d'arriver à ses fins, on est pressé et en fait parfois il faut juste être patient et juste avec soi et les choses viennent de surcroît. Mm. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Euh, Eh ben, il y en a deux. Il y a deux phrases vraiment importantes. Là, c'est aussi suite au deuil. Un prof un prof de statistique de l'école des sages-femmes avec qui j'avais parlé parce qu'eux avaient perdu un enfant et il m'avait dit, tu t'en sortiras parce que tu n'as pas le choix. Et ça, c'était une phrase très forte qui m'a beaucoup aidée. Et la phrase du professeur Lutz en me rendant ces bulletins là, qui m'a dit continuez à écrire, vous allez faire du bien aux gens. Et ces deux phrases qui, je pense, ont été fondatrices pour mon changement de vie et pour ce pourquoi pas moi. Oui, je vais y arriver parce que j'ai pas le choix et je vais faire du bien aux autres parce que mon verbe de vie c'est prendre soin. Donc tout collait en fait, tout s'alignait, tout s'organisait et aujourd'hui je suis vraiment heureuse. Je suis heureuse et je suis heureuse de dire que je suis heureuse. Et malgré tout ce qui s'est passé, c'est ça qui est fou. Oui, j'ai perdu un enfant, mais oui, aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse. C'est chouette. C'est quoi tes prochains défis? Alors, mes prochains défis, bah en fait, j'ai pas des grands défis. Moi, mes prochains défis, c'est de réussir ce que j'entreprends. Mais j'entreprends des choses assez simples. Donc, c'est réussir mon jardin potager, euh, c'est essayer de changer les consciences sur l'écologie. Ça, c'est un grand défi. C'est vraiment, euh,
c'est ce qui me tient vraiment le plus à cœur parce que je suis en colère et triste de l'inaction climatique et donc je veux vraiment que les choses bougent et j'ai envie de faire ma part pour ça. Donc c'est un de mes prochains défis, ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui vient de nous écouter et qui se dit, ah, j'hésite à me lancer. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Ben pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi, tout simplement? Et pourquoi les gens ne se l'autoriseraient pas? Écouter son cœur, écouter sa petite voix et être juste. Tout le reste suit, le reste vient, le reste vient. Alors, moi, je vous recommande, j'ai pas lu tous tes livres, mais justement, je me disais qu'il faudrait que je fasse un petit point pour cet été, sur les livres que j'ai pas lus ou peut-être en relire parce que je pense qu'on peut relire un livre avec un prisme complètement différent, après quelques années. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous comme conseil de lecture? De mes livres à moi ou d'autres livres? D'autres livres? Alors, il y a un livre que j'ai adoré, qui m'a vraiment fait pleurer de beauté, c'est Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa. Il a une écriture tellement sensible et tellement belle. C'est voilà, ces livres. Là, je suis en train de lire celui qui va sortir, le sien qui va sortir au mois d'août, parce que c'est un petit avantage en tant qu'autrice, c'est qu'on reçoit des livres en avant-première. Euh, euh, Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé aussi, qui n'est pas un roman, qui s'appelle L'équilibre du jardinier et qui, je ne sais plus, c'est chez Albin Michel, je me souviens plus du nom de l'autrice, pardon, mais L'équilibre du jardinier et qui explique à quel point le jardinage, la nature, le vivant, le contact du vivant fait du bien à l'humain. Et je conseille vraiment à tout le monde de lire parce que tout le monde peut jardiner, même si c'est sur un petit coin de fenêtre, même si c'est sur un petit bout de balcon, même si c'est dans un espace, euh, un jardin partagé ou dans de la famille à la campagne. Et je me rends compte dans mon entourage, les gens qui ne jardinaient pas et qui se mettent à jardiner et à quel point ça leur fait du bien. Et ça fait du bien de voir à quel point le jardinage fait du bien aux autres. Et moi, ça me fait tellement de bien que j'ai envie de le partager. Donc, c'est vraiment un livre que j'encourage à lire, L'équilibre du jardinier. Et puis, tout ce qui, moi, je donne vraiment aux gens le conseil d'aller en librairie et puis de feuilleter des livres et puis de voir celui qui vous appelle et de regarder les quatrièmes de couve et puis de lire peut-être une ou deux pages et peut-être aussi de s'acheter des albums jeunesse parce que pour se reconnecter à l'enfant intérieur qu'on a été et qu'on est toujours et pour aussi stimuler sa capacité d'émerveillement. Je trouve que les albums jeunesse sont vraiment intéressants pour ça. Et, mais essayez d'aller écouter les livres dans les librairies et puis d'entendre ceux qui vous appellent. Et de tes livres à toi, lesquels spontanément tu nous recommanderais d'écouter? Alors, moi, j'ai une tendresse particulière pour Marie d'en haut. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être juste parce que c'est une très belle histoire d'amour et, euh, et puis beaucoup de simplicité. Voilà, ça se passe à la campagne et ouais, j'ai une tendresse particulière pour celui-là. Et puis, c'est difficile, juste avant le bonheur, évidemment, mais c'est difficile parce que chaque livre, chacun de mes livres va toucher différemment les gens en fonction de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont vécu et chacun a son livre préféré de moi, donc c'est difficile de donner un conseil, mais peut-être commencer par Marie d'en haut, puis voir si ça donne envie de lire les autres et voilà. Super. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Euh, Là, j'ai envie de dire merci à mon fils qui n'est plus là parce que il m'a rendu, je pense qu'il m'a rendue plus forte. Et ça, c'est une chance pour moi. Un grand, grand merci Agnès. Et Merci à toi, Charlotte. merci pour ce partage vraiment très, très touchant.
Merci, c'était vraiment un bonheur de parler avec toi. Et puis, j'encourage vraiment chacun à se dire pourquoi pas moi. Bonheur partagé. Et tu vois, ça, bon, j'ai eu des semaines assez difficiles d'ailleurs, on a dû décaler l'interview. Et là, tu vois, ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble et j'ai des crampes aux zygomatiques d'avoir souri. Donc merci. Mais j'en suis ravie. Bah, tu vois, ça rejoint Ralph Waldo Emerson, rire. Rire, c'est Exactement. important. Ah bah c'est Rire, essentiel. Ouais. ouais. Là, tu vois, je me faisais la réflexion, tu vois, j'ai rien trop, je sens que je re-ris là depuis le week-end dernier où je commence à re-rire tous les jours et pour moi, c'est juste la base de la vie de rire. Mais du coup, de rire et de sourire pendant 2 heures, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, donc merci. Ah, Doublement c'est merci. super belle. Le cœur a besoin de joie pour battre, hein, je crois. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi pas moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.